Avant de passer au petit reportage introductif sur la qualité de l'air intérieur, Monsieur Villetard, on vous a sous la main, donc on va en profiter. J'ai une petite question Internet, ou plutôt une longue question Internet. Dans le quartier de Michelet, les riverains et le comité d'intérêt de quartier ont fait arrêter un projet qui devait supprimer l'accès des voitures devant l'école au moment des entrées et sorties des élèves. L'argument donc d'un professeur d'éducation physique est que les pots d'échappement ne sont pas polluants. La question en substance, c'est comment protéger les enfants en poussette au niveau des pots d'échappement, et qu'est-ce qui s'en échappe ou qu'est-ce qui en échappe? Alors, les principales polluants qui sortent des pots d'échappement, c'est les oxydes d'azote et les particules. Les particules, surtout sur les véhicules diesel. Alors, la première solution, mais encore une fois, on est dans des solutions de rattrapage. C'est-à-dire, on essaie de limiter une pollution. Donc, la vraie solution, c'est d'interdire les véhicules. Parce que les enfants, ça leur fera pas de mal de marcher 50 mètres pour aller à l'école. Donc, ce que dit Mme Pelliquiero est de bon sens. C'est-à-dire qu'en gros, avec les nouvelles générations de pots catalytiques, si on part pas pour 15 minutes, 20 minutes de trajet... Tout à fait, je rejoins tout à fait son point de vue. Après, vraiment, la question, c'est savoir, est-ce qu'on veut réduire une pollution ou est-ce qu'on veut l'enlever? Si la question, c'est est-ce que les enfants subissent une pollution à proximité d'un pot d'échappement? Oui. La solution, c'est de limiter l'accès des véhicules. Généralement, les collèges, là on parle d'un collège ou d'un lycée? Une école primaire. Les écoles primaires, généralement, elles ne sont pas très loin de où les gens habitent. Si on prend 20 minutes le temps d'emmener ses enfants, d'aller les chercher à pied, ça prendra pas beaucoup plus de temps que d'aller dans le parking, prendre sa voiture, aller jusque devant, attendre, repartir, faire la queue au feu. C'est pas sûr qu'on y gagne en temps, et si on y perd en temps, on y gagne quand même un petit peu en qualité de l'air. Donc au final, on est bien sur une question de civisme sur ces thématiques. C'est-à-dire qu'on peut agir au quotidien, déjà en faisant attention aux autres, et un petit peu attention à soi. On introduit maintenant le thème sur la qualité de l'air intérieur, et on lance le prochain micro-trottoir. Quelles sont les sources de pollution à l'intérieur de votre maison? Ça peut être les produits ménagers déjà, faire attention à ce qu'on utilise. L'humidité, j'ai beaucoup d'humidité dans ma maison. Voilà, après, non, pas plus que ça. De ma maison, le tabac. Peut-être les produits ménagers, les antennes qu'il y a autour de chez nous, surtout, c'est peut-être ça doit être très mauvais aussi pour la santé. Dans les bâtiments qui sont assez anciens, les matériaux émettent déjà un certain nombre de pollutions, que ce soit au niveau de la construction lourde ou que ce soit au niveau de la décoration ou autre. Il y a un certain nombre de produits qui laissent des traces. On sait aussi que les plastiques que nous utilisons abondamment sont aussi vecteurs de pollution. La poussière, déjà, je trouve aussi l'hygiène. Voilà quoi, parce que je trouve que si on ne fait pas assez d'hygiène dans notre appartement, on laisse pas assez l'air filtré dans l'appartement. Donc bon, après, les gens qui fument, qui aèrent pas assez, tout. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on achète, tout ce qui est consommable, tout ce qui il y a une partie qui se recycle, mais bon, tout ce qui est à base pétrolier, tout ce qui est malheureusement, on est confronté à ce genre de problème. À l'intérieur de la maison, non. Non, je crois pas. À part peut-être respirer les poils de ma chienne. Nous accueillons Michel Blanc-Pardigon, qui est élu à la santé publique, à la restauration collective à la mairie de Salon de Provence, et en même temps médecin, cardiologue, pédiatre. Voilà. Madame Blanc, vous avez pu découvrir le micro-trottoir. Là, il y a plein de choses qui sont dites autour de cette qualité de l'air intérieur. Le point de vue du politique sur ces questions-là. Et puis après, on détaillera,
on ira un petit peu plus à fond sur ça. Oui, le micro-trottoir montre qu'effectivement les Salonnaises et les Salonnais sont intéressés par cette question, se posent des questions. J'espère que le plateau pourra améliorer justement leur niveau de connaissance et les réponses. Et c'est vrai que la mairie de Salon s'intéresse fortement à cette question. La preuve en est qu'un agenda 21 est en cours depuis quelques années maintenant, que nous sommes également Ville Santé AMS du fait d'actions que nous menons depuis de nombreuses années, et les actions sont notamment menées en direction de la diminution de la voiture en centre-ville, le développement du transport collectif et le développement de pistes cyclables notamment, parce qu'on a indiqué un tout petit peu qu'on pouvait rouler en vélo à Salon de Provence, et merci de l'avoir indiqué, et nous sommes soutenus dans cela par une association, la Provel, et d'autres associations de cyclistes également, qui ont envie que ce mode doux de déplacement se développe, ainsi que bien sûr la marche à pied. Et puis sur la restauration collective, mais je pense qu'on va pouvoir le développer après, nous avons un axe fort là-dessus sur le tri dans les écoles et le tri des déchets et l'aspect pédagogique que l'on peut mettre en place à travers les enfants et donc atteindre les familles par ce biais-là. Merci Madame Blanc. Au moment de la crise pétrolière, on s'est aperçu qu'effectivement la politique d'économie d'énergie s'est traduite par une meilleure isolation des locaux. Celle-ci semble avoir contribué au confinement ces mêmes locaux, alors même que nous passons entre 70 et 80% de notre temps à l'intérieur de ces locaux. Est-ce que aujourd'hui, plus qu'hier, l'exposition aux polluants est plus importante? Qui veut répondre à cette question? Monsieur Sauvage, Madame Pelliquiero? Notre conseiller en santé environnementale. Juste, il faut savoir qu'en moins d'un siècle, il a été créé plus de 100 000 substances qui n'ont pas été vérifiées sur la santé humaine. Donc toutes sortes de plastiques modifiés. Donc on parlait du formaldéhyde, on peut parler du bisphénol A, etc. On se rend compte dans le temps, malheureusement, quand c'est trop tard, qu'ils ont un impact sur la santé humaine. Donc là pour les biberons, ça s'est vérifié. Ça faisait plus de 25 ans que ça existait. Il y a eu des suspicions de mortalité liées à ce produit-là. Donc voilà, il y a beaucoup de substances qui sont créées et qui n'ont pas été vérifiées. C'est juste un point que je voulais déjà noter. Je vois Madame le docteur d'Alessandron froncer les sourcils. Il y a également au niveau des produits d'entretien, des produits d'entretien qui sont multipliés et qui sont particulièrement toxiques, puisqu'il y a des études qui ont été menées notamment chez les soignants qui les utilisent de façon massive, puisque dans un hôpital, les produits de désinfection sont utilisés de façon fréquente. Et donc c'est des produits cancérogènes le plus souvent. Bon, vaste panorama. Monsieur Sauvage, allez, un petit peu d'optimisme dans ce monde. Ce monde de brut. Mais écoutez, c'est vrai je crois qu'il y a 400 ou 500 polluants qu'on retrouve dans l'air intérieur des logements qui sont potentiellement polluants, des gaz ou des choses comme ça qui sont générés soit par on l'a dit tout à l'heure, soit par les meubles, soit par les matériaux proprement dits de construction, soit de plus en plus par les produits d'entretien notamment, et tous les produits plastiques, parce que c'est vrai que c'est pas neutre, on a de plus en plus de produits en plastique dans les logements, ils sont de plus en plus, mais on s'en rend pas compte, mais quand on tient une boîte en plastique comme ça, elle dégage des substances qui sont pas très bonnes pour nous. Sans parler du fait qu'elles servent souvent à contenir des aliments, donc ce qui n'arrange rien. Donc nous, notre métier en tant qu'architecte, c'est de veiller à renouveler l'air intérieur des logements ou d'autres types de bâtiments qu'on est amené à construire, en sachant, je le disais tout à l'heure, qu'on prend forcément de l'air extérieur qui n'est pas toujours non plus d'excellente qualité. Donc on construit, et pour de bonnes raisons, donc pour limiter la consommation d'énergie, on construit de plus en plus des bâtiments isolés. Les bâtiments qu'on construit sont de plus en plus isolés, donc ils nécessitent moins d'énergie pour les chauffer, ce qui est plutôt une bonne chose, puisqu'on sait que consommer de l'énergie, quelle qu'elle soit, d'une façon ou d'une autre, c'est d'une part puiser dans les ressources naturelles, bien souvent de la Terre, et d'autre part émettre des polluants dans l'atmosphère. Donc moins on consomme d'énergie
globalement, mieux on se porte. Mais très ponctuellement, quand on fait un bâtiment qui est très isolé et qui est très étanche à l'air, aujourd'hui on doit faire des bâtiments qui soient excessivement étanches à l'air, donc ils doivent laisser passer peu d'air extérieur. On le verra avec la Maison de la Vie Associative. On le verra tout à l'heure, d'accord. Monsieur Sauvage. Peut-être une question anecdotique. On parle souvent de plantes, épuration de l'air intérieur par les plantes. Alors je sais que moi qui aime bien aussi apprécier boire de temps en temps du Génépi, tout n'est pas bon par les plantes. Qui veut intervenir sur la question de l'épuration de l'air par les plantes, parce que ça fait le buzz en ce moment. Alors effectivement, on en parle beaucoup. En fait, les premiers essais ont été lancés dans les années 80 par les agences spatiales américaines et soviétiques pour essayer de purifier l'air des vaisseaux spatiaux et des stations orbitales. Et les systèmes qui étaient utilisés étaient des systèmes actifs, c'est-à-dire qu'on filtrait l'air à travers un substrat, donc un ensemble de composés minéraux et organiques. Et effectivement, en laboratoire, ça donne certains résultats. Il y a certains polluants qui sont éliminés à 100% dans l'air. Ensuite, on s'est intéressé toujours en laboratoire au système passif, c'est-à-dire aux plantes en pot, donc ce qu'on peut retrouver éventuellement chez soi. Là aussi, dans des conditions de laboratoire, certains polluants peuvent voir leur quantité diminuer dans une atmosphère clos du fait de la présence de plantes. Mais le programme FITER qui a été lancé, je crois, dans le cadre du programme de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, et qui dépend du Centre scientifique et technique du bâtiment et la faculté de pharmacie de Lille aussi qui s'y est intéressée. C'est très très sérieux tout ça. Non, il y a c'est un programme qui est en cours, qui est toujours des expériences continuent à être menées. Et les premiers résultats montrent que dans des conditions réelles, la dépollution qui est apportée par les plantes est très largement inférieure à celle qui peut être apportée par l'aération. Donc en gros, on reste sur toujours les mêmes consignes, limiter les sources de polluants et aérer les logements. Donc en clair, les plantes, Madame Pelliquiro, vous vouliez intervenir sur la question des plantes? Bon, plantes, c'est aussi décorative, rappelons-le, ça n'a pas qu'une fonction dépolluante. D'ailleurs, visiblement, ça n'a guère de fonction dépolluante. Ça avait été testé, comme elle l'a bien précisé, sur un environnement pareil très clos et très étroit. Donc je pense qu'il faut à peu près une plante. Ils avaient étudié qu'il fallait une plante pour que ce soit efficace pour 9 mètres carrés. Donc ça voudrait dire en plus que il faudrait à peu près une quinzaine de plantes par pièce pour que ce soit rendu efficace, puisque chaque plante ne traite pas la même pollution. Ça devient compliqué à mettre en place. En plus, il faut savoir que les 3/4 des personnes ne lavent jamais, n'essuient jamais les feuilles des plantes. Donc la plante, au bout d'un moment, s'asphyxie toute seule. Et que le terreau apporte déjà en lui-même de l'humidité, donc de la moisissure. Donc on se retrouve sur un circuit qui a lui-même déjà une problématique. Donc en clair, il faut contrôler nos plantes, surveiller nos plantes, prendre soin de nos plantes pour effectivement avoir un environnement agréable.